Chers amis, bonjour. Ce que je vous propose aujourd'hui est différent des conférences habituelles. Il ne s'agit pas d'un palais, ni d'une église, ni d'un site artistique, mais d'une chronique de la Renaissance italienne. Lucrèce Borgia en fut un des mythes les plus célèbres. Pour illustrer la vie et les amours de Lucrèce Borgia, les documents de l'époque sont rares. Aussi ai-je dû recourir à des reproductions de tableaux, dessins, gravures, images d'un peu toutes les époques, qui ne représenteront pas toujours exactement le personnage ou l'épisode raconté, mais qui devraient vous permettre de les évoquer ou de les imaginer. Il en sera de même des quelques séquences musicales qui accompagneront mon récit, et j'espère que tout cela vous divertira. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 1492, à Rome, le pape Innocent VIII mourait. La situation de l'Italie était alors très complexe. Petits États, seigneuries maintenaient entre eux une sorte de paix armée constamment rompue par les conflits. Par ailleurs, la France, du jeune roi Charles VIII, ne faisait pas mystère de ses prétentions sur le Milanais et le royaume de Naples. Au mois d'août de la même année 1492, le cardinal Roderigo Borgia était élu pape. Il prit le nom d'Alexandre VI. Les Borgia. Oh, c'est une vieille famille d'origine espagnole. Il y avait déjà eu un pape Borgia au XVe siècle. C'était Calixte III. À peine âgé de 60 ans, Roderigo Borgia monta sur le trône pontifical avec cette assurance de ceux qui se savent, les élus de la fortune. Il faut d'ailleurs lui reconnaître une très belle prestance. Ah, c'est un merveilleux acteur. À 60 ans, donc, Roderigo garde un vif attrait pour les femmes. De Vanozza Cattanei, une fille de Mantoue, celle qu'il aima le plus longtemps. Le pape a 4 enfants. L'aîné, César, 18 ans, est destiné à faire une carrière ecclésiastique et dans l'esprit de son père, il devrait être le 3e pape Borgia. Le second, Juan, qu'on a fait duc de Gandhi, alors lui, il est destiné à la carrière des armes. L'éducation de Lucrèce, 12 ans, est confiée à une cousine du pape. Et puis il y a un petit dernier, Geoffrey, 11 ans. Lucrèce, née en 1480, ressemblait à son père par son appétit de la vie et de ses promesses. Il y a d'ailleurs une tendre complicité entre le père et la fille. Et tout le monde sait très bien à Rome que si on a une faveur à demander au pape, c'est à Lucrèce qu'il faut s'adresser. À Lucrèce ou bien à la belle Julie. La belle Julie. C'est le surnom que Rome a tout de suite donné à Julie Farnèse, la sœur du futur pape Paul III. Une de ces beautés opulentes dont Titien un peu plus tard donnera le type en peinture dans sa célèbre Flora des Offices de Florence. En 1492, Julie Farnèse a 19 ans. Elle est la favorite, la maîtresse officielle du pape. À peine élu, Alexandre VI nomma son fils César cardinal. Et puis il écouta avec intérêt les discours du seigneur de Milan,
Ludovic Sforza, dit Ludovic le Maure, qui voulait une alliance avec les Borgia. Et dans ce but, il proposait un mariage entre son neveu Jean Sforza, seigneur de Pesaro, et la fille du pape, Lucrèce. Et le mariage fut conclu. Étant donné le jeune âge de Lucrèce, elle avait 13 ans. Il avait été convenu que cette union ne serait pas consommée. Enfin, pas tout de suite. Après les cérémonies religieuses, les fêtes commencèrent. Il y régnait cette atmosphère de licence amoureuse qu'on rencontre dans certaines fêtes nuptiales, mais qu'ici, le tempérament et les habitudes des Borgia rendaient plus lourdes. Vers minuit, le pape offrit un souper dans ses appartements privés. Alors là, il faut imaginer les vêtements des cardinaux frôlant les robes des femmes. Et les épaules nues de Julie Farnèse et autres beautés romaines. Ah, le pape était d'excellente humeur. Et il s'amusait à lancer des dragées dans les décolletés des dames. Compte tenu de l'heure tardive de la nuit, compte tenu de la musique, des vins, de la beauté des couples qui se formaient, il faut laisser à cette nuit un parfum que les historiens ne connaissent pas. On imaginera aussi Lucrèce, jetant sur toute cette liesse un regard ravi. Faut dire qu'entre la beauté provocante de Julie Farnèse, la vraie triomphatrice de la fête, la magnificence de son père le pape, l'élégance de son frère Juan, et la fascination qui se dégageait de César, entre tout cela, Lucrèce ne manquait pas de sujets d'admiration. Mais, me direz-vous, et son mariage, son mari, qu'en pensait-elle? Difficile de connaître les réactions secrètes de Lucrèce, lorsqu'après des heures de fête enivrante, elle regagna, toute seule, son lit d'enfant. Un mariage qui, par contre, lui, ne fut pas blanc, ce fut, quelque temps après, le mariage du petit Geoffrey avec la belle, la très belle Sanzia d'Aragon, une fille de la maison royale de Naples. Et puis ce fut la guerre, avec l'invasion des armées françaises de Charles VIII qui descend jusqu'à Naples. Après la bataille de Fornoux, et lorsque les Français eurent refranchi les Alpes pour rentrer chez eux, le pape qui s'était enfui rentra à Rome, Lucrèce regagna son palais, et Jean Sforza, qui était quand même son mari, voulut la rejoindre. Oh, il y fut à peine toléré. Eh oui, le pape et César Borgia n'avaient pas du tout apprécié la conduite des Sforza pendant la guerre. À Rome, on a chargé Juan, le frère de Lucrèce, de mener la guerre contre les familles Colonna et Orsini, les perpétuels ennemis des Borgia. Mais Juan trouvait que vraiment ce serait dommage de gâcher le temps du carnaval, une époque si propice au plaisir, alors qu'il y avait à Rome et au Vatican même les yeux
provoquant la beauté voluptueuse de sa belle-sœur Sansia. Ah, une femme qui excitait à la conquête. Ou bien la belle Sansia, était-elle déjà lasse de ses amours avec César Borgia? Oui, j'ai bien dit César Borgia. Elle en était devenue la maîtresse juste après avoir épousé le petit Geoffrey. Ou bien la belle Sansia aimait-elle jouer avec les passions? En tout cas, si la passion du duc de Gandhi ne fut qu'un jeu, la jalousie de César, elle, s'avéra redoutable. Alors au début, César passa sa mauvaise humeur sur Jean Sforza, le pitoyable mari de Lucrèce. Oh, il se rend bien compte qu'on cherche à se débarrasser de lui. Alors, prenant les devants, il s'enfuit de Rome en criant partout que César Borgia avait cherché à l'empoisonner. Ce qui n'était pas complètement faux. Et puis, il va se réfugier dans son château de Pesaro, et tous les jours, il s'attend à ce que sa jeune et belle épouse Lucrèce vienne le rejoindre. Au lieu de la belle Lucrèce, arrive un jour au château de Pesaro des gardes pontificaux avec un document qu'il demande à Jean Sforza de signer. Ce document, c'est une reconnaissance de non-consommation du mariage en vue de l'annuler. Oh là, Jean Sforza, vexé comme tout, pousse des cris d'orfraie, va aller se plaindre à son oncle, Ludovic le Mort. Ludovic Sforza, vous pensez qu'il n'a surtout pas envie de se mettre mal avec les Borgia. Jean Sforza, se rendant compte qu'il est complètement abandonné de tout le monde, eh bien, se résigna à signer quod non conioverim Lucretiam, ce qui était un aveu d'impuissance. Et le mariage fut annulé. Alors pendant quelque temps, mais quelque temps seulement, par décence, on a placé Lucrèce dans un couvent. Et à Rome, pendant ce temps-là, Juan, le duc de Gandhi, s'affiche ouvertement avec sa maîtresse, Sansia. Et sûr de l'amour et de la protection de son père le pape, il va même aller jusqu'à narguer l'ancien amant de Sansia, c'est-à-dire son frère César. Et puis, pendant quelque temps, on ne vit plus le duc de Gandhi. Un matin, le Tibre restitua son cadavre, défiguré par 9 coups de poignard. Ce fut probablement la première et unique fois dans toute l'histoire de l'Église qu'un pape, revêtu de ses vêtements sacerdotaux, pleura publiquement la mort d'un fils qu'il avait eu de sa maîtresse. Il est à peu près établi aujourd'hui que l'auteur du crime, c'était bien César Borgia. Bon, les raisons ne manquaient pas. D'abord, il y avait cette rivalité amoureuse concernant Sansia. Et puis César savait très bien qu'il n'aurait jamais la première place dans l'affection de son père tant que Juan vivrait. César était aimé de son père le pape, très aimé même, oui. Mais Juan, lui, il était idolâtré.
C'est donc dans un couvent que Lucrèce apprit la mort de son frère Juan. Avec beaucoup de douleur, elle restera toujours très attachée à sa famille. Entre le couvent où se trouve Lucrèce et le Vatican, circulent des messagers exclusivement choisis par le pape. L'un d'entre eux, un écuyer, un petit page, Perotto, était plus précisément chargé des relations personnelles entre le père et la fille. Alors cette présence quotidienne ouvrit entre les deux jeunes gens d'abord les portes de la confiance, puis on glissa vers l'amitié, et puis de là à la tendresse. Lucrèce et Perotto s'aimèrent en cachette. N'est-ce pas? Faut bien comprendre. Après le lamentable épisode Jean Sforza, Lucrèce, elle avait 17 ans, était mûre pour une ardente aventure amoureuse, tout en sachant très bien qu'avec le petit page, l'idylle était sans lendemain. Ah, il y en eut un. Lucrèce tomba enceinte. Alors vous imaginez la panique de la jeune femme quand elle découvre son état. Ouais, qu'elle cherche d'abord à cacher sous l'ampleur de ses vêtements et avec la complicité d'une servante, mais par ailleurs, César, sous prétexte de consoler sa sœur de la mort de leur frère Juan, cultivait auprès d'elle une présence, une amitié, une affection un peu équivoque, assez trouble. Par ailleurs, pour servir ses desseins politiques, il fallait absolument que Lucrèce restât libre. Alors la découverte de ses amours avec Perotto, alors ça, c'était l'arrêt de mort du petit page. À l'entrée des appartements Borgia, tapis dans l'ombre, César est en embuscade. L'épée dans une main, la dague dans l'autre. Il attend. Lorsque Perotto passe à sa portée, César s'élance pour le frapper. Perotto pousse un hurlement et fonce tête baissée dans une porte qui du coup s'ouvre. César le poursuit et c'est ainsi que l'un derrière l'autre, l'un hurlant, l'autre menaçant, ils traversent toute une série de pièces jusqu'au moment où ils arrivent dans la salle où se trouve le pape Alexandre VI. Perotto se jette à ses pieds, le pape instinctivement le couvre de son manteau, mais l'épée de César a déjà traversé le corps de Perotto qui s'écroule mort. Le sang, dit-on, gicla au visage du pape. Les larmes que versa Lucrèce n'appartiennent pas à l'histoire. Par contre, l'histoire a gardé trace des candidatures au mariage qui maintenant arrivent au Vatican. Et c'est César qui donne le ton des réponses. Or, César suivait une politique qui faisait de l'alliance avec Naples une pièce maîtresse, ce qui décida en faveur d'un fils du vice-roi de Naples, Alphonse d'Aragon, que pour l'occasion on fit duc de Bisogli. Ah, c'était d'ailleurs un charmant jeune homme plein de qualités, intelligent, beau, spirituel, un charmant garçon qui allait apporter à Lucrèce un peu de tendresse. À un moment de sa vie où, malgré son jeune âge, elle avait à peine 18 ans, elle commençait pourtant à sentir le poids d'un lourd destin. Et oui, scandale de son, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, divorce d'avec Jean Sforza.
Scandale de son aventure avec Perotto. Scandale de tout ce qu'on disait sur sa vie au Vatican où elle venait de donner naissance à un petit garçon. Sans doute le fils de Perotto. Oui, mais peut-être aussi, enfin si l'on en croit la rumeur publique, le fruit d'amours incestueuses avec son frère César ou avec son père le pape. Et oui, il faut savoir qu'il y a dans les archives du Vatican 2 bulles du pape Alexandre VI et qui reconnaissent l'enfant qu'on appela l'enfant romain. En 1498, à Florence, on brûle Savonarole. Et à Rome, on célèbre les noces de Lucrèce avec Alphonse d'Aragon. Au bout de quelques jours, on sut que les 2 jeunes gens, ah oui, se plaisaient, mieux, qu'ils s'aimaient. Lucrèce avait fait de la tour des Borgia un petit nid d'amour où elle passait des heures, des jours, des nuits de plaisir, de bonheur, de volupté, avec l'homme qu'elle aimait, son mari, Alphonse d'Aragon. César Borgia s'était complètement débarrassé de son vêtement de cardinal pour revêtir la cuirasse de chef de guerre. Il se lançait maintenant dans une autre politique extrêmement compliquée, où la pièce maîtresse était cette fois l'alliance avec la France, c'est-à-dire avec le roi de France Louis XII. D'ailleurs, César Borgia épouse une princesse française, Charlotte d'Albret, et avec cet appui du roi de France, César Borgia pensait pouvoir conquérir et unifier l'Italie dont il deviendrait le roi. Et le seul problème, c'est que cette alliance, cet alignement sur la politique française faisait maintenant du royaume de Naples l'ennemi numéro 1. Lucrèce est inquiète. À l'automne 1499, les armées françaises de Louis XII envahissent le Milanais, y remportent des victoires. Ludovic le Mort, Ludovic Sforza, battu et fait prisonnier et ira finir ses jours dans une prison française au château de Loches. Le pape et César se moquent des Sforza en déroute. Et le pape Alexandre VI couvre d'éloges l'envahisseur français puisqu'il est l'allié de son cher fils César. Et Alexandre VI clame à qui veut l'entendre qu'il espère bien que le cher roi Louis, c'est Louis XII, sera à Rome pour Noël afin d'entendre la messe de minuit qu'il va célébrer dans la basilique Saint-Pierre. Alors là, quand même, il y a certains cardinaux qui lui font quand même remarquer que la présence des Français n'était peut-être quand même pas à souhaiter si vivement. Et de lui rappeler qu'à l'époque de Charles VIII, il avait quand même dû s'enfuir de Rome assez piteusement et non sans danger. Mais c'est l'époque du fameux poison. Le poison des Borgia. C'est l'époque aussi du poignard de Michelotto. Michelotto, c'est l'exécuteur des basses œuvres de César. Et chaque matin, le Tibre renvoie bien des cadavres. Et les victoires de César s'additionnent. Imola, Forlì, Faenza. Les troupes de César Borgia victorieuses défilent dans Rome, prêtes pour d'autres conquêtes.
vers Naples. Lucrèce, de plus en plus inquiète, compte sur l'amour et l'affection de son père pour trouver un arrangement qui épargnerait au moins son mari. Une nuit de juillet de l'année 1500. Alphonse d'Aragon, escorté de 2 valets d'armes, traversait la place Saint-Pierre pour rentrer dans les appartements du palais du Vatican et retrouver sa femme Lucrèce. Il passe devant les marches qui mènent à la basilique et là, quantité de silhouettes allongées, étendues sur les marches, enveloppées de grands manteaux. Non, ça n'a rien d'inquiétant. 1500, c'est une année de jubilé. Les pèlerins arrivent du monde entier. Peut-être, mais sur un signe d'air discrètement donné, toutes les silhouettes se redressent et bondissent sur Alphonse d'Aragon, la dague au poing. Alors Alphonse a le réflexe de faire un bond en arrière, il tire son épée. Les 2 valets d'armes en font autant en hurlant pour appeler au secours la garde pontificale. Cliquetis des lames qui s'entrechoquent et brillent dans la clarté de la lune. La lutte est trop inégale. Lorsque arrive enfin la garde pontificale, Alphonse d'Aragon est par terre, gisant dans une mare de sang. Non, il n'est pas mort, mais... Pendant ce temps-là, sur une terrasse du palais du Vatican, Lucrèce et sa belle-sœur Santia et le pape Alexandre VI prenaient le frais, profitant d'une belle soirée d'été, quand tout d'un coup, on voit dans l'encadrement d'une porte Alphonse d'Aragon couvert de sang, soutenu par 2 hallebardiers. Lucrèce pousse un cri, s'évanouit, Santia aussi, le pape s'affole, enfin bon, on reprend ses esprits. Alphonse d'Aragon est porté dans une des chambres du palais du Vatican, celle que vous voyez là, à l'écran, elle existe encore. Et le pape fait venir ses médecins, ses chirurgiens, et poste à l'entrée des appartements une garde de 16 hallebardiers. Le lendemain matin, Rome en émoi, commente les événements de la nuit, et on murmure que celui qui a commandité l'attentat, c'est le même que celui qui, il y a quelques années, a fait assassiner Alphonse d'Aragon. A fait assassiner Juan, le duc de Gandhi. Autant nommer tout de suite César Borgia. Grâce aux bons soins que lui prodiguent sa belle-sœur Santia et son épouse Lucrèce, Alphonse d'Aragon se remet, et au bout de 15 jours, on pouvait même considérer qu'il était sauvé. Il est là dans la chambre que vous avez à l'écran, sous les fresques que Pinturicchio vient à peine d'achever. Et c'est sous ces peintures de Pinturicchio, dans cette chambre de la tour des Borgia, que, soutenu par les 2 femmes, il fait ses premiers pas. Et début août, on pouvait considérer qu'il était en voie de guérison et vraiment sauvé. Un matin du mois d'août, Michelotto traverse à toute vitesse la place Saint-Marc, escorté par une douzaine de spadassins, en criant partout l'ordre du pape d'arrêter et d'incarcérer tous les membres de la famille d'Aragon et de l'entourage du duc de Bisoglie. Motif ? On a découvert un complot fomenté par Aragon. En quelques instants, tous les familiers d'Alphonse d'Aragon sont arrêtés, désarmés, incarcérés, et Michelotto monte 4 à 4 les marches de l'escalier qui monte aux appartements Borgia, suivi par quelques spadassins. Quand il arrive devant la porte de la chambre où se trouve Alphonse d'Aragon, les 2 femmes, Santia et Lucrèce, lui barrent le chemin, furieuses, en disant « Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Pourquoi ?» Père Otto comprend pas, il fait l'étonné, et il dit très gentiment aux 2 femmes « Écoutez,
n'y a qu'une manière de lever ça. Il faut que vous alliez voir le pape pour lui demander, et lui-même va arranger cela. Erreur fatale. Elle donne dans le piège. Elle quitte la chambre et se dirige vers celle où se trouve le pape. Restée seule dans la chambre où repose le mari de Lucrèce, Michelotto, calme et féroce, s'avance vers le lit où repose le blessé. De son pourpoint, il tire une longue lanière de cuir, un garrot. Alphonse d'Aragon semble avoir voulu protester contre la mort. Et il se redresse, mais retombe étranglé, étouffé, et expire, le bras encore levé, comme pour demander grâce. Et tout se termina dans le silence de la tour des Borgia. Lorsque les deux femmes reviennent de leur entrevue auprès du pape, voyant Michelotto barrer la porte et invoquer une chute mortelle qu'aurait fait Alphonse, elles ont compris qu'elles pleurent tous leurs sous. Il ne leur sera pas plus permis de voir le corps du duc assassiné que de suivre ces modestes funérailles qui furent célébrées, expédiées plutôt, à toute vitesse et le soir même. Devant le désespoir de sa fille, le pape était complètement déconcerté. Et puis, les larmes qui n'arrêtaient pas de ruisseler sur le visage de Lucrèce finirent par l'agacer. Et oui, le pape ne comprenait pas qu'on se laissât aller à un tel désespoir quand on avait 20 ans et toute la vie devant soi. Un mois seulement, à peine après l'assassinat du duc. Et tandis que Lucrèce pleurait, on avait lancé comme ça, comme un écho au nom de la jeune veuve, le nom d'un autre Alphonse, mais Alphonse d'Este, celui-là, Alphonse d'Este, le fils aîné du duc Ercole d'Este, le seigneur de Ferrare, tout en se demandant si vraiment cette famille d'Este, qui était une des plus anciennes, une des plus puissantes d'Italie, accepterait de s'unir aux Borgia à la réputation si sulfureuse. Mais César Borgia est alors à l'apogée de sa puissance et tous les souverains et princes d'Italie cherchent l'alliance, au mieux la neutralité. Lucrèce se montrait docile. Et puis, Ferrare. Ferrare, c'est la ville des poètes, c'est la ville des humanistes, des philosophes, des écrivains, des peintres, des artistes, des musiciens. Tout semble solide derrière les puissantes murailles de Ferrare. On lui montra un portrait de l'époux qu'on lui destinait, Alphonse d'Este. Un rapide coup d'œil sur cette
puissance virile qui n'avait qu'une passion, les canons. Ah oui, Alphonse d'Este est un passionné d'artillerie. Elle se dit, à tort ou à raison, qu'une fois ses devoirs conjugaux accomplis, il devrait la laisser vivre en paix. Oui, finalement, plus elle y pensait, et plus Lucrèce se faisait de fait rare l'idée d'un Eldorado. Pourtant, les négociations en vue de ce mariage piétinaient. Le duc de Ferrare, Ercole d'Este, se montrait extrêmement exigeant sur les conditions matérielles de la constitution de la dot. Ah, il lui fallait toujours plus d'or, plus d'argent, plus d'écus, plus de châteaux, plus de bénéfices ecclésiastiques. Enfin bref, les pourparlers traînaient en longueur. Et toute l'Italie commençait à en faire des gorges chaudes. Enfin, un accord fut trouvé. Alors, toutes les bombardes et illuminations du château Saint-Ange annoncèrent au bon peuple de Rome ce nouveau triomphe pour la famille du pape. De Ferrare, par une ambassade qui va chercher Lucrèce à Rome pour la mener à Ferrare. Cette ambassade, elle est conduite par le cardinal Ippolito d'Este. Ippolito d'Este, c'est le frère cadet du futur mari de Lucrèce, le frère cadet de Alphonse d'Este. Lorsque l'ambassade arrive à Rome, ce sont effusions, embrassades. Le pape serre sur son cœur et embrasse avec effusion le cardinal Ippolito d'Este et tous les membres de la famille d'Este. Et Alexandre VI avance la date du carnaval. Et oui, pour que le bon peuple de Rome pût participer à la joie familiale. César Borgia s'était fait tout de suite un ami du cardinal Ippolito d'Este. Vous savez comment ? En l'initiant au plaisir épicé des grandes courtisanes romaines. Et j'ai choisi pour l'illustrer, vous le voyez, la célèbre Vénus d'Urbain de Titien. D'emblée, Lucrèce avait séduit l'ambassade de Ferrare par sa beauté, son esprit, sa gentillesse. Et tous les jours, ce sont des messages pleins d'éloges sur elle qui partent vers Ferrare. Mais qui partent aussi vers Mantoue. Alors pourquoi vers Mantoue ? Parce que vers Mantoue, ils sont à destination de la sœur d'Alphonse d'Este, de la sœur du futur époux, Isabelle d'Este, la fille aînée du duc Ercole d'Este. Isabelle d'Este était marquise de Mantoue. Et à l'idée de voir entrer dans sa famille d'origine Lucrèce Borgia, d'une famille de réputation si sulfureuse, pour la première fois, l'horizon d'Isabelle d'Este s'assombrissait. Un matin de janvier 1502. Lucrèce est seule avec son père, le pape Alexandre VI, dans une chambre du Vatican. Puis, elle va embrasser son fils, l'infant romain, ainsi qu'un fils qu'elle avait eu d'Alphonse d'Aragon, puis, dernière chevauchée dans les rues de Rome, Lucrèce Borgia n'était déjà plus la fille du pape, mais la future duchesse de Ferrare.
à Ferrare. Isabelle d'Este l'attend en position de combat. Vous avez là le vrai portrait d'Isabelle d'Este, un dessin de Léonard de Vinci qui est au musée du Louvre. Chaque description de la beauté, de l'esprit, des qualités de Lucrèce Borgia qui arrivait par ses messages, c'était comme des épines enfoncées dans l'orgueil de la marquise. Isabelle avait tout fait pour empêcher ce mariage. Elle était quand même suffisamment intelligente pour comprendre qu'il fallait s'y résigner. Seulement, elle le supportait mal. En plus, excitée sans cesse par ses amis ferrarais qui n'en rataient pas une, pour bien mettre en comparaison sa naissance à elle, d'origine royale, et puis à côté la naissance bâtarde de Lucrèce. Lorsque l'invitation aux noces était arrivée à Ferrare, non, à Mantoue, pardon, c'était arrivé à Mantoue, Isabelle avait décidé qu'elle s'y rendrait seule aux noces, sans son mari, François de Gonzague, marquis de Mantoue. Elle s'y rendrait seule parce que on se méfiait de César Borgia. César Borgia avait proféré à une époque des menaces contre François de Gonzague. Alors prudence, prudence. Par mesure de sécurité, François de Gonzague resterait chez lui à Mantoue et Isabelle irait seule à Ferrare. Isabelle arriva donc seule à Ferrare et de très méchante humeur. Oui, parce qu'elle se rendait compte qu'avec ses noces, elle passait au deuxième plan. Et elle n'arrivait pas encore à se rendre compte si, à l'occasion des fêtes, elle arriverait à revenir au premier. Et cet état d'esprit donnait à ses propos un côté encore plus acéré que d'habitude. C'est bien simple. Dans les lettres qu'elle envoyait à son époux, François de Gonzague, resté à Mantoue, elle critiquait tout. Les noces. Elles furent célébrées dans ce château de la famille d'Este qui est en plein cœur de Ferrare et qu'on voit encore aujourd'hui. C'est un érudit de la cour qui fit le discours officiel en latin, un latin ennuyé et en poulet, où Alexandre VI était comparé à Saint-Pierre, où César Borgia était comparé à Jules César. Mais le morceau de bravoure, c'était la gloire de la famille d'Este. Enfin bref, 3 heures de discours jusqu'à la péroraison finale. C'est-à-dire 2 fois plus que ce que vous aurez supporté avec moi. Mais j'abrège. Je passe sur la nuit de noces. Au matin, Lucrèce se retrouva seule dans le lit ducal, mais durant la nuit, Alphonse d'Este s'était révélé un mari galant et ardent. Dans les jours suivants, Lucrèce n'eut guère le loisir de réfléchir à sa nouvelle condition. Trop de fêtes, trop de mondanité, trop de réceptions. Toujours se préparer à être la plus belle, le choix d'une coiffure, d'un parure, de vêtements. Elle reprenait ses habitudes de flânerie qu'elle avait connues quelques années plus tôt avec l'autre Alphonse, Alphonse d'Aragon. Elle ne se levait qu'à midi, en sortant de sa chambre, passait devant des haies de courtisans dont les yeux
curieux ou libertin, cherchait sur son visage les traces des victoires du mari. Alors elle passait, impassible, dans tout le secret de sa beauté et de sa vie intérieure, somptueusement parée. Les fêtes des noces se terminaient. Les invités quittaient Ferrare. Seule Isabelle restait. Ah oui, elle attendait la première faute de sa belle-sœur. Et elle partit rassurée quand elle eut constaté que Lucrèce avait renvoyé toutes ses servantes espagnoles et romaines toutes ses servantes ferraraises, pour ne garder justement que les espagnoles et les romaines. Les deux belles-sœurs, Lucrèce et Isabelle, échangèrent quelques billets d'une politesse glaciale. Et leurs relations en restèrent là pour l'instant. C'est à ce moment-là qu'apparaît dans la vie de Lucrèce le poète ferrarais Hercule Strozzi. Il était boiteux, comme ce gueux que vous avez à l'écran, peint par Masaccio à la chapelle Brancacci, et contraint de marcher avec des béquilles. Et cette infirmité dont son esprit souffrait contribuait à exaspérer son intelligence à travers des propos qui étaient toujours chez lui d'un pessimisme cynique. Sa rudesse, son regard d'aigle, chargé d'amère mélancolie et d'ambition humiliée, lui attirait par contre souvent l'amitié des femmes et même quelquefois aussi l'amour des femmes. Par contre, beaucoup d'hommes le détestaient et Alphonse d'Este éprouvait même à son égard une véritable répulsion, mais enfin sans aller jusqu'à lui interdire de faire partie de la cour qui entourait Lucrèce. Et c'est ainsi que Strozzi, le poète boiteux, put approcher Lucrèce. Et dans les discussions qu'il avait avec elle, il aimait lui parler. Il aimait lui parler de la richesse et des splendeurs de Venise. À tel point qu'un beau jour, on vit Strozzi le boiteux avec sa béquille, sa belle chevelure et son regard d'aigle partir pour Venise, avec toute une liste de commissions dont l'avait chargée Lucrèce, la future duchesse de Ferrare. À Venise pour quelque temps, Strozzi en profita pour aller revoir un de ses amis qui était poète lui aussi, mais attention, un grand celui-là, Pietro Bembo. Pietro Bembo était considéré par les humanistes italiens comme le prince des poètes. Son modèle, c'était Pétrarque. Mais attention, Bembo savait aussi descendre des purs sommets lyriques jusqu'aux conversations de cour, et sans jamais rien perdre de son élégance naturelle. Alors bien sûr, Bembo aimait les femmes, en pur disciple de Pétrarque qui oblige toujours un poète à brûler en faveur de quelque laure. De retour à Ferrare, Strozzi, qui est devenu maintenant un familier de Lucrèce, s'arrange pour toujours orienter les conversations qu'il a avec elle sur le poète Pietro Bembo. Or, Bembo disposait dans les environs de Ferrare, à Ostellato, d'une villa
où la famille d'Este aimait donner des fêtes et justement recevoir le poète vénitien. Et voilà comment, un beau jour, dans cette villa d'Ostellato, où Bembo se trouvait en train de déclamer des vers de Pétrarque, on vit arriver Lucrèce, avec ses 23 ans, ses habits dorés, sa légère chevelure blonde, et tout un cortège de dames, demoiselles, fifres et tambourins. Portant avec splendeur ses 33 ans, Bembo fait les honneurs de la villa. Entre les deux, la conversation est spirituelle, raffinée, pleine de fines réparties, menée de part et d'autre, avec un époustouflant brio. Dans cette villa d'Ostellato, les jours suivants, un bal est donné. Bien sûr, Bembo et Lucrèce sont parmi les invités. Dans les jours suivants, Strozzi, qui est maintenant un intime de Lucrèce, insiste sur le trouble qu'elle produit sur son ami, le poète vénitien Bembo. Et voyant Lucrèce troublée, il propose une innocente petite distraction. Pourquoi est-ce que Lucrèce n'enverrait pas un petit mot à Bembo? Lui, Strozzi se charge de transmettre. Lucrèce rougit, va chercher son livre de chansons espagnoles, recopie une strophe d'amour. Strozzi s'en empare et va la porter à Bembo. Ah, comme elle lui met l'âme en fait, parce que dans son message, Lucrèce l'appelle « mon messire Bembo ». Et pour Bembo, ce « mon » a déjà tous les qualificatifs d'un possessif amoureux. Pendant ce temps-là, à Rome, César Borgia fait régner terreur et délation. Le poignard de Michelotto fait ravage dans les rangs du clergé qui se permettent de protester contre les mœurs débauchées du haut clergé et du pape. Au mois d'août de l'année 1503, le cardinal Adriano Castelli donnait une petite collation dans les environs de Rome où le pape Alexandre VI était invité. Au-dessus des verres, des coupes, des flacons, on a vu, paraît-il, des prélats tourner les chatons de leurs bagues. Poison des Borgia? Oh. Enfin, toujours est-il que le lendemain, le pape est pas bien. Malade, il est alité. Alors dans Rome, ça court comme une traînée de poudre. Le pape est malade, très malade. Ah, mais le jour suivant, ça va un peu mieux, au point qu'il fait une partie de cartes avec ses familiers. Mais au soir, il est au plus mal. Et aux abords de la nuit, comme s'il succombait sous le poids d'un lourd fardeau, le pape Alexandre VI mourait tout seul dans le silence de la tour des Borgia. Affaire rare quand on eut la certitude de la mort du pape Alexandre VI.
C'est le cardinal Ippolito d'Este, celui qui était allé la chercher à Rome pour son mariage, qui apprit la nouvelle à Lucrèce. Ce fut un déchirement. Lucrèce était trop Borgia, elle se sentait trop liée à l'exubérante vitalité de son père pour ne pas s'effondrer, déracinée. Son mari, Alphonse d'Este, lui fit une courte visite. Oh, puis s'en alla parce que le chagrin, les larmes, ça l'ennuyait. Quant à son beau-père, le duc de Ferrare, Ercole d'Este, alors là, il ne se soucia même pas de lui présenter ses condoléances. Non, depuis quelque temps, le vieux duc était en froid avec le pape, et il disait que de toute façon, Ferrare n'était absolument pas concerné par ce deuil, et puis que, de toute façon aussi, Dieu avait enfin mis un terme au scandale de son Église. Dès l'annonce du malheur, Bembo était accouru auprès de Lucrèce. Sur les lèvres plein de belles phrases, dans la tête plein de pensées consolatrices. Mais quand il vit la dame de ses rêves, prostrée, effondrée, sanglotante, Bembo ne sut que faire, ne sut que dire, et il retourna à Venise. Ah, de là. Il lui envoya des lettres tendres, ardentes, passionnées. Lucrèce finit par répondre. Par courtoisie d'abord. Puis, par gratitude. Et enfin, lorsque Bembo fut quand même revenu à Ferrare, il répondit par tendresse. Assurément, en cet automne de l'année 1503, il y eut à Ferrare, entre Bembo et Lucrèce, quelques moments de bien tendres effusions. Alphonse d'Este, qui devait être tenu au courant par ses espions, en prit-il ombrage. Toujours est-il qu'un beau jour, on vit Bembo repartir et à toute vitesse à Venise, sous un prétexte complètement futile. Et pendant ce temps-là, sur le pont du Garigliano, entre les Français du chevalier Bayard et les Espagnols de Gonzalve de Cordoue, se livrait la fameuse bataille qui allait assurer aux Espagnols leur domination sur toute l'Italie méridionale. Le roi et la reine d'Espagne, Ferdinand d'Aragon à gauche, Isabelle de Castille à droite, les rois catholiques, qui avaient toujours détesté les Français, les Borgia, à cause de leur politique pro-française, eh bien maintenant réclament la tête de César Borgia. Sur ordre de Gonzalve de Cordoue, César Borgia est arrêté
embarqué à Naples, direction l'Espagne, où l'attend cette prison. Deux ans plus tard, à Ferrare, le vieux duc Ercole d'Este se mourait. Il quittait la vie, aidé, consolé par la musique. Au son du clavecin, son esprit s'apaisait, et battant la mesure de sa main flétrie, il parlait tout le temps de sa fille Isabelle, mais tout le monde remarqua que la marquise de Mantoue trouvait toujours suffisamment de bons prétextes pour ne pas se rendre au chevet de son père. Il mourut. Son fils, Alphonse d'Este, laissant le corps de son père aux prières des prêtres, se précipita devant la cathédrale de Ferrare, où là, devant une foule qu'il avait fait rameuter par ses soldats, il se fit acclamer, il était donc bien reconnu comme successeur. Devenue duchesse de Ferrare. Ah, Lucrèce avait bien pensé un petit voyage à Venise, bien sûr pour aller voir Bembo. Mais très curieusement, elle n'arrivait pas à se décider à quitter Ferrare, où elle était sans cesse entourée par son beau-frère, François de Gonzague, le marquis de Mantoue, qui était venu à Ferrare, bien sûr, pour les funérailles. Et Lucrèce se laissait, ma foi, courtiser par son beau-frère François de Gonzague et elle n'arrivait pas à vouloir partir. Pietro Bembo, avec cette subtilité si aiguë des amants jaloux, eut-il une prémonition? Toujours est-il qu'il n'y eut plus de lettres ardentes, tendres et passionnées. De toute façon, Alphonse d'Este, devenu duc de Ferrare, sut bien montrer que désormais, il ne tolérerait aucune équivoque concernant la duchesse de Ferrare. Alors, c'est le moment, avec quelques historiens, de se poser la question de la nature exacte des relations qui ont vraiment existé entre Lucrèce et le poète vénitien Pietro Bembo. Ces relations sont-elles restées totalement platoniques? Et oui, on se peut poser la question parce qu'elle était quand même très surveillée. De toute façon, je pense qu'une réponse dans un sens ou dans l'autre ne changerait pas grand-chose. Je veux dire par là que cette union, cette rencontre, faite d'échanges spirituels, de tendre complicité, de fantaisie, d'élan, d'autant plus intense qu'il fallait qu'il reste caché. Tout cela ferait sans doute de cet amour un des plus beaux de Lucrèce Borgia. D'ailleurs, elle ne s'en consolait pas. Non, même si, dans les fêtes, il le fallait bien, il lui arrivait de sourire. Éprise de son mal d'amour,
qui lui faisait parfois porter la main à son cœur comme pour s'aider à le supporter. Une épidémie de peste surprit Lucrèce enceinte. Elle accoucha d'un petit garçon qu'elle prénomma Alexandre en souvenir du grand-père. Mais le prénom du pape Borgia ne porta pas chance au bébé qui ne vivota que quelques jours. Lucrèce trouva alors la plus tendre des consolations dans l'amitié récente, mais déjà tendre, de son beau-frère François de Gonzague, le marquis de Mantoue, qui venait constamment à Ferrare. François de Gonzague était un de ces êtres chez qui un physique très accentué rend, par comparaison, la beauté classique selon les canons grecs fade et sans caractère. C'était un être d'une extraordinaire laideur. Attention, pas une laideur qui repousse, non, une laideur qui attire par tout ce qu'elle semble promettre de furieuse étrangeté. Son visage, qu'il plaise ou non, est de ceux qu'on n'oublie pas. Comme c'est encore le cas quand on a vu son buste dans une des salles du palais ducal de Mantoue. Une sorte de compromis entre un masque de bulldog et un masque de guerre japonais. François de Gonzague aimait la chasse et la guerre, le vin, les filles. Ah, c'était un valeureux et un redoutable guerrier, à défaut d'être grand stratège. Quant à ses qualités d'homme d'État, alors là, elles étaient franchement nulles à côté de l'intelligence de sa femme, Isabelle d'Este. Entre lui et Lucrèce, l'entente régna tout de suite. On commença par parler poésie. Gonzague promit à Lucrèce de lui envoyer des sonnets que par la suite il s'excusa de ne pas envoyer parce que quand il était revenu à Mantoue, il était tombé malade. Ah oui, malade, disait-il, parce que privé de l'air de Ferrare. François de Gonzague, ayant vu Lucrèce toute seule et toute triste après la mort du bébé, avait instinctivement compris que c'était le moment où il fallait faire quelque chose. Alors il cherche. Ça y est, il a trouvé. Il va demander à Lucrèce, il va l'inviter, lui demander de venir à Mantoue, mais attention, toute seule, sans son mari. Alors là, à l'occasion des réceptions, des fêtes, de toutes les manifestations festives qui vont se dérouler, il y aura de formidables occasions de rencontres, de rendez-vous secrets, c'est formidable. Il y a un petit problème aussi, c'est l'épouse de François de Gonzague, Isabelle d'Este, la marquise de Mantoue. Au milieu de toutes ces festivités, elle ne se rendra compte de rien. Tu parles, Isabelle, elle allait tout observer, bien sûr. Et voir Lucrèce courtisée par son propre mari, ah non, ça c'est une offense qu'elle ne pardonnerait jamais. Gonzague accueille Lucrèce à Bogroforte, près de Mantoue. Dès qu'il la voit arriver, il est submergé comme par une vague, par le bonheur et le plaisir. Il s'approche d'elle, l'enlace avec son large geste chevalier, et rien que par son rire, il la met au diapason de sa joie. Et les jours suivants, les fêtes, les bals, les modalités, les réceptions, bien sûr. Des rendez-vous secrets, des rencontres, des jours qui se passent entre Lucrèce et François de Gonzague
dans ce délicieux oubli de tout, qui est bien la marque des amours naissantes. Isabelle, en bonne maîtresse de maison, avait fait les honneurs du palais ducal à Lucrèce. Elle l'avait emmenée notamment dans son studiolo, là où elle recevait les philosophes, les musiciens, les poètes, les écrivains. Elle voulait l'écraser sous le poids de sa culture, et de ses connaissances, et de son esprit. Mais elle était suffisamment fine pour bien comprendre comme tout cela comptait peu pour Lucrèce. Et les deux belles-sœurs se séparèrent plus froidement que jamais. Quand il fallut rentrer à Ferrare, François de Gonzague et Lucrèce comprirent qu'ils avaient vécu là quelques moments privilégiés, dans un monde où leur vie ne pouvait prendre que des voies divergentes. En 1507, François de Gonzague passe à Ferrare. Il vient d'être nommé par le pape capitaine général de l'Église et il porte cette nouvelle distinction comme une marque de plus, un insigne de plus, pour se faire admirer par Lucrèce. À Ferrare, François de Gonzague est reçu dans le Palais des Diamants que vous voyez là. Et ce sont de nouveau bals, réceptions, festivités. Alors tout le monde remarqua comment, soi-disant pour étudier un pas de danse un peu compliqué, François et Lucrèce avaient tendance à aimer se mettre à l'écart, se cacher. Et tout Ferrare faisait un peu des gorges chaudes, des câlineries, des faveurs que Lucrèce avait pour son beau-frère. Alphonse d'Este n'avait pas suffisamment de délicatesse pour cacher sa mauvaise humeur. Seulement Lucrèce n'était pas non plus disposée à supporter les reproches de son mari. Elle dansait. Elle dansa même tellement qu'elle fit une fausse couche, oui, car elle était encore enceinte d'Alphonse d'Este. Mais en quelques jours, ça y est, elle est remise sur pied, toute prête à accueillir un lot de jeunes et plaisants cardinaux qui venaient de la cour de Jules II de Bologne pour s'amuser un peu et se divertir à Ferrare. Et puis, ce fut la fin du carnaval. Un soir, un cavalier, harassé, couvert de poussière, mit pied à terre devant le palais d'Este. Il portait sur son visage l'expression d'une fatale nouvelle. Et Messaggero infelice, il annonça la mort de César Borgia. César Borgia avait réussi à s'évader l'année d'avant de sa prison, de sa geôle espagnole. Et il s'était mis au service du roi de Navarre et il faisait le coup d'épée, il se battait aux côtés du roi de Navarre contre sa famille d'origine, donc contre les Espagnols. Alors Lucrèce écouta le récit de l'Espagnol. César était mort au combat et l'épée à la main. Le soir venu, Lucrèce s'écroula en sanglotant dans sa chambre et en appelant sans cesse son frère. Alors vous allez me dire, mais enfin quand même, est-ce que elle se souvenait du duc de Gandhi? Est-ce qu'elle se souvenait d'Alphonse d'Aragon? Se souvenait-elle de Perotto? Mais oui. Mais bien sûr qu'elle s'en souvenait, seulement elle se rendait compte aussi que les mots qu'elle employait pour appeler son frère
des mots espagnols, semblaient des mots d'amour, et qu'ils l'étaient peut-être. En 1508, Lucrèce donna enfin naissance à un garçon qui allait devenir l'héritier du duché de Ferrare. Un petit être très laid, très disgracieux, tout à fait le masque des Gonzague. D'ailleurs, Alphonse d'Este montra une joie limitée, modérée. Il trouva que l'enfant n'était pas beau, mais enfin, qu'il était normalement constitué et que pour une fois, il semblait avoir envie de vivre. À peine remise des douleurs de l'accouchement, c'est le nom de François de Gonzague que Lucrèce prononça. Mais François de Gonzague, le marquis de Mantoue, à ce moment-là, depuis quelque temps, il était en pleine crise. Ah oui, oui, il voyait des essieux partout. Il se sentait menacé, à tel point que lorsqu'il reçut Hercule Strozzi, vous vous rappelez Hercule Strozzi, le poète ferrarais qui avait mis Lucrèce en relation avec Pietro Bembo. Lorsque Hercule Strozzi se présenta devant François de Gonzague avec un message de Lucrèce qui proposait un rendez-vous secret entre Ferrare et Mantoue, François de Gonzague fit celui qui ne comprenait pas. Quelques jours plus tard, on retrouva le cadavre d'Hercule Strozzi dans une ruelle de Ferrare, défiguré par les coups de poignard. Et puis, ce fut la guerre à Ferrare. Ferrare est en guerre contre un pape belliqueux, le pape Jules II. Mais la France du roi Louis XII est aussi en guerre contre le pape Jules II, ce qui fait des Français les alliés de Ferrare. D'ailleurs, les deux armées, la française, la ferraraise, font leur jonction. Et c'est qu'ainsi, un beau jour, on vit entrer dans Ferrare Gaston de Foix et ses chevaliers de fer. Gaston de Foix, c'est le général connétable, commandant en chef de l'armée française. Il est jeune, beau, noble, valeureux, amoureux. Les femmes se racontent l'histoire de ses exploits et rien ne leur paraît plus extraordinaire que l'image du jeune général partant au combat comme cet archange peint par Raphaël dans les stanzes du Vatican. Il part au combat en armure, mais le bras droit nu, découvert, sans la protection de l'armure. Pourquoi ? Pour tenir un serment d'amour. Gaston de Foix s'arrête avec son armée quelques jours à Ferrare. Ne serait-ce que pour participer aux fêtes qui sont données en l'honneur des Français. Pour lui, pour ses officiers, pour lui surtout. Lucrèce fait tout pour retrouver cette ambiance de fête qu'elle avait connue jadis au Vatican, à l'époque d'Alexandre VI. Et la nuit venue, la tour des lions du château d'Este.
abritait les mêmes ardeurs que la tour des Borgia, 15 ans plus tôt. L'armée française est appuyée par l'artillerie de Ferrare. Je vous l'ai dit, Alphonse d'Este est un passionné de canons. Alors, il a fait fondre une statue en bronze du pape Jules II pour en faire cette formidable bombarde que par dérision, on a appelée la Julie. Ah, elle te balance, elle te projette des boulets avec une force stupéfiante. Contre l'armée franco-ferraraise. Monte, venant de Bologne, l'armée du pape. Alors celle-là, elle est appuyée par plusieurs régiments de la très redoutable infanterie espagnole, les tercios. Les deux armées vont à la rencontre l'une de l'autre. Le choc promet d'être fantastique. Le choc, il eut lieu à Ravenne, le 11 avril 1512, la bataille de Ravenne. Elle se déroula avec cette ardeur et cette inconsciente ivresse, où, dans un climat d'euphorie guerrière, les héros meurent, le sourire aux lèvres. Et c'est comme ça que tomba Gaston de Foix. Le soir, l'armée française était victorieuse. L'armée du pape et les Espagnols en déroute. La ville de Ravenne allait connaître les horreurs d'une mise à sac. Les Français victorieux se vengeaient sur le butin et sur les filles de la mort de leur chef. Mais la fortune des armes est changeante. Quelques mois seulement après leur victoire de Ravenne, les Français battus à Navarre, repassaient les Alpes et rentraient chez eux. Jules II, triomphant, partait à la reconquête de ses États pontificaux. À Ferrare, c'est la catastrophe. On tremble. Par bonheur pour Ferrare, en février 1513, le pape Jules II mourut. Rome entière, plongée dans le chagrin, pleura à la mort d'un pontife qui, oui, c'est vrai, lui avait rendu sa grandeur et son prestige d'antan. Par contre, à Ferrare, c'est la joie. Le Te Deum résonne sous les voûtes des églises et la joie fut encore plus grande à Ferrare quand on apprit que le nouveau pape élu sous le nom de Léon X, et dont vous voyez là le portrait par Raphaël, était un Médicis. C'était même d'ailleurs le propre fils de Laurent le Magnifique. Or, la famille d'Este a toujours été alliée et amie des Médicis. Les années passant, Lucrèce devenait mélancolique. Et puis sentant au fond d'elle-même une étincelle de jeunesse qui ne voulait pas mourir, elle songea à un moment reprendre les fils qui finalement n'avaient jamais été complètement rompus, de son amitié amoureuse avec Pietro Bembo. Alors vous me direz, il y avait quand même beaucoup plus près, il y avait François de Gonzague. Oh oui, mais alors avec François de Gonzague, malade, souffreteux, vieillissant, aigri, on en était aux oreilles-mousses. Et ça ne semblait pas devoir suffire à la vitalité amoureuse de Lucrèce. Pietro Bembo vivait maintenant à Rome où il était devenu un des familiers de Léon X. C'est lui d'ailleurs qui, dans ce tableau, est à côté de Léon X. Il était devenu un grand personnage. Bembo sourit, oh non sans nostalgie, à la proposition de Lucrèce. Mais à travers les phrases alambiquées de sa réponse, Lucrèce comprit qu'elle ne le reverrait plus jamais. N'est-ce pas ?
Bembo avait tellement auréolé Lucrèce d'une telle gloire amoureuse. Quelle idée de la revoir après toutes ces années. Forcément vieillie, flétrie, alourdie par la maternité. Cette idée lui était insupportable et Bembo eut peur. Peur que devant elle, la passion des années passées se transforme en vide et en tristesse. De toute façon, Alphonse d'Este n'avait plus à craindre maintenant que son épouse déviât. Il l'avait suffisamment asservie, moralement et physiquement, par de nombreuses maternités. En 1519, Lucrèce a 39 ans. Elle est encore enceinte et en très mauvaise santé. La fièvre qui l'a saisie la trouva prête à lutter, mais au bout de quelques jours, elle réalisa que, oui, l'heure de sa mort était arrivée. La pauvrette s'en va, disaient les courtisans. Penché au-dessus d'elle, Alphonse d'Este a le visage crispé comme s'il voulait lui crier que c'était bien à elle, et pas à lui, de mourir. Mais le visage qui s'impose alors à Lucrèce, ce n'est pas celui de son mari. Non, c'est celui de son père, le pape Alexandre VI, qu'elle revoit comme en ce jour de janvier 1502 où elle était seule un moment avec lui dans une chambre du Vatican avant de s'en aller à Ferrare. Et tout comme ce jour-là, c'est à peine si elle soupira quand il fallut partir.